Voilà, bonjour à tous. Merci pour votre présence au sein de ce premier midi de l'année académique, un midi un petit peu particulier en mode Covid, puisqu'il va être diffusé à distance. Merci pour votre présence et bonjour à tous ceux aussi qui sont chez eux et qui assistent donc à distance à ce midi de l'IRIB. Alors, pour bien commencer l'année et faire en quelque sorte la transition avec l'année écoulée, nous avons la joie d'accueillir Paul Zimmer. Pourquoi la transition? Parce que Paul Zimmer devait intervenir il y a quelques mois et en fonction des circonstances que l'on sait, ça a été supporté. Et donc, voilà, enfin maintenant, son intervention peut avoir lieu. Nous l'en remercions beaucoup. Marie-Laurence de Kersmacher devait être sa compagne d'un midi, d'avait un jour pour nous exposer ensemble avec deux les ressorts de leur ouvrage sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais Marie-Laurence ne peut pas être des nôtres aujourd'hui et c'est Paul Zimmer qui seul assurera la présentation de cet ouvrage et qu'il en soit doublement alors remercié. Alors, Paul Zimmer, vous êtes un des plus acérés, un des plus fins observateurs de la politique du logement à Bruxelles, et ce depuis de nombreuses années, voire décennies. Vous êtes sociologue, et vous êtes en quelque sorte un sociologue polyforme, multiface, puisque vous avez à la fois eu un pied dans l'opérationnel, avec un poste à la Société du logement de la région bruxelloise, qui est l'organe fêtier en matière de logement social. Vous avez été directeur de la direction études et qualité, précisément au logement social, mais vous avez eu aussi un pied dans l'exécutif, puisque vous avez animé plusieurs cabinets ministériels, de couleurs même différentes, ce qui vous montre la reconnaissance dont jouit votre expertise. Et vous avez aussi un troisième pied, troisième pas du tabouret en quelque sorte, un pied dans la doctrine, comme on dit, c'est-à-dire dans la littérature. Vous êtes l'auteur de plusieurs études et ouvrages. Et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, que nous avons pris le parti de vous inviter. Vos ouvrages portent sur l'histoire de la politique du logement, sur des dispositifs plus particuliers en tant que tels, aussi sur la situation budgétaire de la région bruxelloise. Vous avez aussi un œil très, très fin sur la situation budgétaire. Et donc, c'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour nous parler de votre ouvrage, votre dernier ouvrage, qui s'appelle Le logement à Bruxelles, entre héritage et perspective, 30 ans de politique de l'habitat pour quel avenir, un ouvrage publié aux presses universitaires de Louvain en 2019, si je ne m'abuse. 2019, oui, et donc c'est vraiment une somme, une compilation extrêmement précieuse pour tout qui s'intéresse à la politique du logement. Alors peut-être pour... Donc, sommes coécrites avec Marie-Laurence de Kersmacher, qui est géographe, et vous allez peut-être dire un mot sur cette collaboration à vous deux. Et donc c'est vraiment une somme, et pour lancer le débat, peut-être vous demander, en 2002, vous avez publié au CRISP, aux éditions du CRISP, une étude qui s'appelait La politique de l'habitat en région bruxelloise, en 2002. Donc ceci est une espèce de couronnement ou de cerise sur un gâteau déjà très bien fourni, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution, vous qui suivez la politique de logement depuis sa création, puisque vous étiez même au moment fondateur de la région bruxelloise et plongé dans les mains de l'opérationnel. Et donc, qu'avez-vous comme enseignement à tirer sur 30 ans d'évolution de la politique de l'habitat? Paul Zimmer, je vous remercie. Et nous sommes tout ouïs. Merci. Merci donc à l'équipe de nous avoir invités, même si, pour différentes circonstances, je suis la seule pour présenter le livre. Mais la question de Nicolas, c'est le fil de l'exposé que je vais vous faire, donc je ne vais pas y répondre tout de suite, je vais y répondre dans le creux de mon exposé. Donc je vais vous présenter un ouvrage qui fait environ 430 pages, en 45 minutes. Naturellement, je vais devoir être synthétique en plus. Néanmoins,
quand on maîtrise les choses, il y a moyen de synthétiser, bien entendu. Mais cet ouvrage était aussi un ouvrage dans lequel il y avait la volonté de transmettre énormément d'informations, puisqu'on parcourt 30 ans de politique de l'habitat. Et donc, forcément, je vais tracer les titres sur un certain nombre de volets, vous m'en excuserez. Mais peut-être que les discussions qui viendront par après, affiner nos échanges, permettront de revenir sur certains points et de les détailler davantage. L'ouvrage que vous voyez ici, la première page, cet ouvrage présente quasi 30 ans de la politique de l'habitat en la mettant en perspective avec d'une part les trois objectifs historiques de la politique du logement, à savoir favoriser l'accès à la propriété, favoriser l'accès à la location et lutter contre... Excusez-moi pour ce petit slogan, voilà. Et lutter contre l'insalubrité par rapport au marché du logement. Ça, ce sont les trois objectifs historiques et les trois axes de travail de la politique publique du logement depuis qu'elle a émergé au début, disons, du XXe siècle, même s'il y a déjà eu des balbutiements à la fin du XIXe. L'autre mise en perspective de la politique de l'habitat qui est faite à travers cet ouvrage, c'est de la mettre en perspective par rapport aux deux grands objectifs qui ont accompagné toutes les déclarations régionales jusque maintenant. C'est les deux grands objectifs donc, de la région en la matière, à savoir répondre à la demande sociale de logement et fixer une population solvable. Dans cette présentation, on souhaite de mettre en évidence certaines évolutions fortes, nodales, de cette politique et de son contexte pour voir où en est la région bruxelloise aujourd'hui, après 30 ans, disons, d'existence et de mise en application de différentes politiques, dont celle de l'habitat. Je ne vais pas continuellement faire des incises pour nuancer ce que je vais dire, donc il est bien clair que la politique de l'habitat n'est bien entendu pas la seule à garantir l'attractivité régionale, parce que c'est un thème qu'on va aborder, mais je ne vais pas le répéter continuellement. Deuxièmement, il est clair que la politique de l'habitat couvre de nombreuses dynamiques. En ce qui nous concerne, nous avons voulu surtout essayer de vérifier si la région atteint ou non ses objectifs, et donc nous ne prétendons pas dans cet ouvrage couvrir toutes les expressions de cette politique, même si je pense qu'on en couvre quand même un nombre significatif. Alors, ma présentation va se faire en six chapitres, si vous voulez. Les principales évolutions du contexte régional depuis 1989, c'est une partie sur laquelle je serai assez elliptique, parce qu'il y a des choses qui sont très connues, et je vais prendre un quart d'heure, surtout que j'ai 45 minutes, déjà peut-être plus que 40, pour, disons, effectivement les présenter. Je serai très rapide là-dessus. Sur le deuxième point aussi, parce que l'idée c'est de synthétiser un peu l'évolution de la politique de l'habitat. Par contre, je commenterai davantage l'approche budgétaire et les principales réalisations de la politique de l'habitat. C'est un peu les deux points centraux de mon exposé, pour terminer par une série de conclusions un peu générales, mais bon, après 30 ans, on va quand même pouvoir tirer les enseignements. Et je terminerai par une sorte de mise en perspective un peu provocatrice, mais bon, vous verrez ce que ça signifie au moment où je vais le présenter. Bon. Dans cet ouvrage, on a distingué en fait trois périodes dans le temps. Trois périodes, la période 89-2004, 2005-2014, 2015-2018, 2018 parce que notre ouvrage a été fait en 2019, on pourrait dire que cette période était encore ouverte, bien entendu. Et différents paramètres ont été choisis pour, disons, définir ces périodes, les évolutions institutionnelles, l'évolution de la législation en matière de logement et de la rénovation urbaine, principalement, les évolutions sociodémographiques qui sont naturellement très importantes sur ces 20 dernières années principalement, et aussi, disons, l'expansion de la législature. Une série d'évolutions propres à chacune des périodes finalement, parvient à organiser des périodes qui ont une relative cohérence, je dirais. Et que permet la définition de ces périodes? Mais finalement, la définition de ces périodes permet de voir est-ce qu'il y a eu des évolutions, à quoi sont-elles liées, est-ce que la région a tenu ou a pu tenir compte d'une série d'évolutions de certains paramètres très structurants, je pense notamment aux paramètres sociodémographiques et aux paramètres institutionnels. Alors, les évolutions structurelles du contexte régional depuis 1989, c'est cette partie-là que je vais, disons, passer un peu à la hussarde. Si on voit les évolutions institutionnelles
c'est un des éléments de l'évolution structurelle. Cette période, la période examinée comporte 4 réformes de l'État qui ont eu plus ou moins de l'importance pour la région bruxelloise et les autres régions, bien entendu. La troisième réforme de l'État, c'est la création de la région 88-89, son installation en 89. La quatrième réforme de l'État, Saint-Michel, a peu d'impact par rapport à notre thème. La cinquième réforme de l'État, pardon, la troisième depuis l'existence de la région, concerne les accords du Lambermont, qui sont des accords importants parce qu'ils vont redéfinir des éléments significatifs du système de financement des régions. J'y reviendrai. Et la sixième réforme de l'État, c'est la dernière, c'est le transfert de toute une série de compétences qu'on attendait quelque part du côté des régions, le bail à loyer, les déductions fiscales pour l'accès à la propriété et toute une série d'autres compétences, notamment en termes d'emploi par exemple. Et aussi une modification du système de financement de nouveau qui va affirmer l'autonomie fiscale des régions dans leur système de financement. À la fin de ces 6 réformes de l'État, les régions ont quasiment tout le package des compétences en matière de politique de l'habitat. Et par ailleurs, la structure des recettes de la région bruxelloise a fortement évolué, comme celle des autres régions d'ailleurs. Mais en fait, les régions ont évolué fortement vers l'autonomie fiscale, qu'il faut comprendre à un double sens. D'une part, la capacité des régions à définir leur fiscalité, donc un pouvoir de décision de définition, et par ailleurs, le fait d'être de plus en plus dépendant de leurs propres recettes. Bon, c'est dans ce double sens qu'il faut comprendre l'autonomie fiscale. Et dans le tableau qui suit, sur l'évolution de la structure des recettes de la région, si vous voyez, attendez, je vais peut-être prendre ceci quand même, on voit que le total des recettes fiscales de la région bruxelloise, ici ce sont des moyennes par période, enfin plus ou moins par période, on voit que les recettes fiscales représentent 24,7%, disons, dans la première partie de l'existence de la région jusqu'aux accords du Lambermont, et qu'aujourd'hui, on est à peu près à 53%. Par ailleurs, on doit ajouter à ces pourcentages des transferts en provenance de l'agglomération, parce que, disons, les moyens de l'agglomération sont essentiellement des moyens qui sont liés aussi à de la fiscalité. Donc, on est à quasi, disons, quasi 60% de recettes fiscales propres de la région en ce qui concerne la région bruxelloise. Cette évolution est significative aussi dans les autres régions, mais avec peut-être une intensité un peu moins forte. Au niveau sociodémographique, je crois que tout le monde connaît les évolutions, c'est-à-dire une forte croissance de la population et, disons, un appauvrissement relatif, ça veut dire par rapport aux autres régions, mais un appauvrissement réel de la région. J'ai repris ici certains paramètres. Bon, on voit en tout cas que, par exemple, au niveau sociodémographique, dans la deuxième période, il y a une moyenne annuelle de croissance de la population qui est vraiment très importante. Et naturellement, une des questions de la politique de l'habitat, c'est de savoir comment la région peut réagir, qu'est-ce qu'elle a fait par rapport à ça. On note aussi que, par exemple, l'évolution de la participation de la région, donc la quote-part de la région Bruxelles-Capitale, à la production de l'IPP, à la production de l'impôt sur les personnes physiques, on voit que du début de la région aujourd'hui, on est passé de 11,2% à 8,40%. Donc, c'est un indicateur de l'appauvrissement relatif de la région. D'autant plus qu'il faut se souvenir qu'en 1980, la région représentait environ 15% de cette quote-part IPP. Je reprends dans l'autre colonne l'évolution du revenu moyen en région bruxelloise. On voit qu'aujourd'hui, le revenu moyen par habitant en région bruxelloise est de 78% du revenu national, donc de l'État de la Belgique, si vous voulez, alors que dans les années 80, il était du côté de 115%. Bon, ces indicateurs montrent très bien l'appauvrissement, disons, je crois que c'est un téléphone. Mais c'est quand même une donnée excessivement importante, puisque ça signifie une croissance très forte de la demande sociale de logement. Un autre niveau, naturellement, le troisième élément, si vous voulez, en termes d'évolution structurelle, c'est de constater que le coût de l'accès au logement a fortement augmenté. Ici, je me suis arrêté à des données de 2017 parce que c'était les données qui étaient encore disponibles et les données disponibles lors de la confection de notre livre. Mais bon, voilà, on voit que sur le marché acquisitif, la croissance par rapport aux appartements, par exemple, de 89 à 2017,
c'est de 304%, donc c'est vraiment énorme. Les maisons, c'est 443%. Bien entendu, je n'ai pas l'occasion ici, mais bien entendu, cette augmentation se sent au niveau des communes, au niveau local, hein, disons dans des logiques différentes en termes d'intensité, mais ce sont des moyennes, ça indique quand même un mouvement général très important. Par ailleurs, sur la période où on a des données de l'Observatoire des loyers, on voit qu'on passe d'un loyer moyen dans la région en 1992 de 343 € pour être à 700 € en 2017. En 2018, je crois qu'on était à 733 ou 739. Enfin bon, il y a donc une croissance des loyers depuis 1992 jusqu'à maintenant de l'ordre sans doute de 210%. Donc l'accès au logement, ça on le sait, l'accès au logement, naturellement, est devenu de plus en plus cher pour une partie de la population. Et c'est d'ailleurs une caractéristique importante par rapport à la politique de l'habitat, parce que la question du logement à Bruxelles est devenue un problème de masse. Ce n'est pas simplement des populations fragilisées à la marge qui sont, disons, concernées par des problématiques de logement, ça vous le savez aussi bien que moi. Et c'est d'ailleurs ça une des caractéristiques de la région. C'est un problème, disons, qui mobilise potentiellement une population importante, non seulement la population fragilisée, mais une partie aussi importante de la classe moyenne. J'arrive à mon deuxième chapitre, je me permets de boire un tout petit peu d'eau. Le deuxième chapitre, c'est d'essayer de resserrer quel a été le noyau dur de la politique de l'habitat depuis 1989. Ce qui a été mis en évidence en matière de politique, mais surtout, je dirais, en termes de déclaration de discours, c'est la volonté de pratiquer une politique d'offres locatives, de logements sociaux et moyens. Ça, je crois que c'est le noyau quand même important et essentiel de la politique. Assez vite, déjà à la fin de la première législature, on s'est rendu compte que, disons, les mécanismes existants n'étaient pas suffisants et deux axes ou deux appendices complémentaires se sont développés. C'est la socialisation très partielle du marché locatif, le développement des agences immobilières sociales, au régime de garantie locative qui ont été installés, aux allocations de déménagement installation de loyer, à l'émergence de la location de loyer. Ces éléments se sont installés progressivement. Donc, socialisation très partielle du marché, second appendice, tentative d'accroître l'offre à finalité sociale par différents dispositifs. Lutte contre les inoccupés, droit de gestion publique, charges d'urbanisme, rénovation et extension du patrimoine communal de logement, redéfinition des règles d'attribution de ceux-ci, l'idée étant, puisqu'il semblerait que la production publique de logement par les opérateurs, notamment le logement social, n'est pas suffisante, l'idée étant d'essayer de remettre sur le marché locatif des biens ou d'encadrer des biens de manière complémentaire afin que l'offre sociale de logement soit plus importante. À côté de cet élément, ces trois éléments centraux qui s'articulent à la politique de l'offre, on le sort par la politique de l'offre, on note aussi, disons, à mon avis, trois axes principaux. Le développement de l'acquisition sociale et moyens par l'action de CITIDEF et du Fonds du logement, l'affirmation de normes de qualité des logements qui se sont amplifiées progressivement jusqu'à rencontrer la question de la durabilité, de l'amélioration de la performance énergétique, et les aides pour les concrétiser et les respecter. Enfin, sixième axe, me semble-t-il, l'affirmation de différents droits et dispositifs nouveaux, la participation à la politique régionale, la lutte contre la discrimination, commencer à essayer de tracer les prémices du droit des gens du voyage, l'affirmation d'un créneau de logement intergénérationnel, le community land trust, la mise en place de dynamiques de droits démembrés en matière de politique d'accès à la propriété. Ça, ces six axes me semblent être les axes, disons, essentiels de la politique de l'habitat. Il faut insister que dans la région, on a laissé quand même pas mal de place à l'innovation. Il y a eu beaucoup d'innovation et que par ailleurs, beaucoup de place aussi à l'associatif. Je dirais, dans la région, finalement, il y a un secteur associatif hyper important, puisqu'il y a sans doute, enfin je n'ai pas le nombre exact pour vous parler franchement, mais j'imagine qu'il y a au moins une 80aine d'associations qui travaillent sur le logement. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre précis, Nicolas. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'il y a un tissu associatif très actif. C'est énorme aussi parce que ça signale quand même sans doute l'intensité par ailleurs de la question naturellement.
Par ailleurs, en termes de principe, si vous voulez, à côté des actes de travail, assez rapidement, dès la première législature, il y a eu une sorte de consensus politique implicite pour dire, effectivement, on ne parviendra pas à travers un seul dispositif, par exemple le logement social, à rencontrer l'ensemble des situations qu'il faut gérer, notamment en termes de politique sociale du logement. Il est nécessaire de faire jouer plusieurs dispositifs à plein. Bon. Ce noyau dur de la politique du logement signifie toute une série d'évolutions législatives que je ne peux pas du tout récapituler ici, mais disons que je peux quand même reprendre de manière synthétique certains éléments. En ce qui concerne le Code du logement, sur la période examinée dans le livre, il y a eu 36 ordonnances qui ont été mises en place. Toute la législation ne se joue pas dans les ordonnances, mais c'est les textes cadres, mais naturellement, on sait que ça peut toujours être prolongé par des arrêtés. Il y a eu 36 ordonnances, dont 12 consacrées au logement social, qui a fait lui-même l'objet de beaucoup d'évolutions en termes de durée du bail, en termes de type de logement qui peuvent être construits. L'organisation du secteur aussi a été, disons, revue, puisqu'il y a une rationalisation du nombre de sociétés, une diminution du nombre de sociétés, qui au début de la région était à 35, qui aujourd'hui sont à 16. Ça, c'est un élément dans le Code du logement. Il y a eu aussi 5 ordonnances concernant l'association du marché locatif, les AIS, garanties locatives. L'élargissement de l'offre, notamment publique, de logements de finalité sociale a fait l'objet de 4 ordonnances, notamment le droit de gestion publique. Il y a le livre pour les inoccupés. Je ne vais pas reprendre tout. Mais donc 36 ordonnances en matière de logement, dont 2 ordonnances qui reprennent en 2004 et en 2011. 2011, hein, en 2004 et en 2011, une réforme, enfin, qui consolide des réformes globales du Code, et naturellement aussi l'émergence du bail à loyer à la fin de la législature passée, puisque cette compétence avait été transférée à la région. En termes de rénovation urbaine, il y a nettement moins d'ordonnances, mais en fait c'est un champ qui est plus cerné. Il y a quand même eu 9 ordonnances, dont 7 pour la rénovation urbaine, dont de l'émergence des contrats de quartier en 1993, une dernière ordonnance en 2016 qui a, disons, restructuré un peu toute la politique de la rénovation urbaine, et 2 ordonnances pour, disons, qui concernent FICIDEF. Il faut constater en matière de rénovation urbaine, ça va apparaître dans les réalisations de la région, que je vais montrer après, que je vais examiner après, il faut constater que la dynamique de rénovation urbaine dans la région s'est affirmée de manière de plus en plus intégrée en termes de fonctions urbaines, en termes de territoire et aussi en termes de type d'intervention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors que tout au début de la politique de la rénovation urbaine, le logement qui est quand même fortement au centre de la politique de rénovation, progressivement, les interventions se sont faites, bien entendu, toujours sur le logement, mais de manière plus étroite, mais par ailleurs sur les espaces publics, sur le développement économique des quartiers, sur le maillage urbain. Et donc, les objets, disons, de la rénovation urbaine se sont multipliés, et on va voir, quelque part, un peu au détriment de la croissance de l'offre publique de logement. Politique foncière, ça fait aussi partie de la politique de l'habitat. Il y a eu 5 ordonnances. La politique foncière, c'est un peu une des boîtes noires, malheureusement, de la politique régionale de l'habitat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a très peu de visibilité en réalité sur cette politique. Moi-même, pour retrouver les budgets consacrés à la politique foncière sur 30 ans de politique, j'ai dû être assez inventif, enfin je crois que j'ai bien identifié finalement. Ça veut dire que c'est un gros problème, parce qu'il y a sans doute un gros déficit, j'y reviendrai, de la politique foncière dans la région, et en même temps, elle est très très peu visible. Et ça, c'est quand même vraiment, disons, c'est très dommageable, surtout si on veut développer une politique d'offre publique de logement. Bon, voilà. À côté de ces ordonnances, il y a 2 ordonnances qui viennent d'un autre champ, qui viennent de la politique de l'environnement, qu'on ne peut pas passer ici silence. Ces 2 ordonnances, une ordonnance en 2007, une autre en 2013, qui l'a, disons, reformulée, actualisée, qui concerne la performance énergétique des bâtiments et donc des logements aussi. Ça veut dire qu'à partir de l'ordonnance de 2007, on commence à rentrer dans l'approche durable de la politique de l'habitat. Naturellement, on sait que la durabilité, disons, est essentielle aujourd'hui, mais bon, finalement, son affirmation a commencé à partir de cette ordonnance-là, en tout cas dans les politiques de l'habitat. Et il est clair que quelque part, ça amène un changement de paradigme. On n'a sans doute pas fini de parler de ça, de voir l'émergence de tous les effets, parce qu'on voit bien, notamment dans les quartiers, quand il y a des questions de production de logements, il y a toujours, de plus en plus aujourd'hui en tout cas, des questions d'arbitrage
Est-ce qu'il faut produire les logements? Est-ce qu'il faut conserver les espaces verts? Enfin, vous connaissez les débats sans doute aussi bien que moi, mais disons qu'il y a de plus en plus, se poser de plus en plus la question au prorata de chaque projet, de savoir où on met le curseur entre les éléments qui sont liés, disons, à la politique de la durabilité et à la politique de l'habitat, voire à d'autres politiques, bien entendu. Je pense que ce que je dis ici est valable pour beaucoup de champs de compétences, de l'économie, etc. Troisième chapitre, le financement de la politique budgétaire, l'approche budgétaire et financière des programmes. Bon, naturellement, le budget, c'est quelque chose d'assez technique pour les politiques publiques, et en même temps, c'est quand même un élément essentiel, au sens où c'est là, c'est qu'on constate des dépenses qu'on peut quand même vérifier, oui ou non, si certaines politiques se développent, et aussi quelle est peut-être la hiérarchie dans les arbitrages faits par le gouvernement. C'est un marqueur, à mon avis, essentiel. Et donc, je vais rester ici sur des choses assez générales. Je vais simplement dire que les chiffres que vous voyez ici, ce sont des chiffres qui sont, bien entendu, extraits du budget régional. Ce sont des chiffres que je vais caractériser de deux manières. Ce sont des chiffres qui proviennent annuellement des budgets ajustés, c'est-à-dire que c'est le budget qui est, disons, conforté par le gouvernement d'abord et puis le Parlement, chaque année à la fin de l'année en réalité, et qui représente sans doute le budget le plus proche de l'exécution réelle, donc des dépenses notamment. Un budget initial au début de l'année est un budget qui est ciblé par rapport à la réalité des besoins, mais c'est un budget aussi qui est un budget qui sert parfois à faire des effets d'annonce. Bon. Le budget ajusté doit être au plus près, en principe, des moyens réellement dépensés. Mais il y a sans doute encore un peu hiatus. Si j'avais pu trouver les comptes sous toute la période couverte, ce que je n'ai pas su faire, malheureusement, j'aurais eu quelque chose sans doute encore plus précis. Bon, voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, les chiffres qui sont repris ici ne reprennent que les budgets vraiment dépensés. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les crédits d'ordonnancement ou de liquidation. Alors, un ou l'autre élément, disons, significatif de ce tableau, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de chiffres à la fois, sans doute pour les personnes, notamment qui ne sont pas passionnées par le budget, ce que je peux parfaitement comprendre. On voit que sur la période, ici, donc, je reprends les chiffres de la politique de l'habitat, c'est-à-dire la politique du logement et de la rénovation urbaine. Et de la rénovation urbaine, dans la promotion de la politique, j'ai intégré les chiffres qui concernent la politique foncière. OK? Donc, globalement, on voit que sur la période de 89 à 2018, le chiffre de dépenses globales de la région, c'est 6 259 milliards, qui est scandé en un peu plus de 4 milliards pour le logement, 4 milliards 5 millions, et 2 milliards 151 millions pour la rénovation urbaine. Voilà, ce sont des masses globales, c'est difficile d'en tirer. Bon. On voit quand même que le secteur du logement social représente la dépense la plus importante en matière de politique du logement, d'autant plus que les 66%, c'est-à-dire les 2/3 en fait, de la politique du logement en matière de financement, doivent être reliés aussi aux moyens affectés à la dette. Quand la région s'est installée, il y avait une dette du logement social que le gouvernement a dû gérer, et donc au début de la région bruxelloise, jusqu'en 2002-2003 en réalité, il y a eu des moyens qui ont été affectés à la dette. Et donc les moyens affectés à la dette, une partie des moyens apparaissent ici, et donc les 13% que la dette représente doivent être reliés au logement social, ce qui veut dire que dans ce tableau, le logement social a bénéficié de 79% des moyens, ce qui est quand même très conséquent. Ça a d'autant plus d'importance par rapport à des choses que je me permettrai, disons, de mettre en lumière par après. Par ailleurs, on voit qu'en matière de rénovation urbaine, la politique de revitalisation des quartiers représente presque 33% dans le budget de la rénovation urbaine. Et donc, c'est assez normal, c'est sans doute une proportion qui va s'amplifier au fil du temps, au sens où c'est une politique aussi qui a pris du temps pour s'installer, mais qui arrive, disons, à une certaine vitesse de croisière, quand bien même, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le logement
elle est moins centrée sur le logement public. Je dois ajouter que par rapport à ces moyens qui apparaissent ici, oula, ça ne va pas, excusez-moi, je dois ajouter que par rapport aux moyens que l'on voit ici, d'autres moyens ont été affectés à la politique. Ce sont des moyens qui ont été affectés par différents biais. Mais disons qu'à côté des 6 milliards 259 millions, il y a un budget de l'ordre de 2 milliards 390 millions qui est complémentaire à ceci. Donc ceci ne donne une représentation que de la part des éléments qui viennent du budget régional. Par exemple, le fonds du logement, qui apparaît ici dans ce tableau, dans la rubrique politique en faveur des familles, le fonds du logement emprunte ses moyens sur le marché des capitaux. Et donc, le fonds du logement ici est doté d'un montant de l'ordre de 714 millions, mais en réalité, le fonds du logement a emprunté sur le marché des capitaux plus d'1 milliard 750 millions. Ça veut dire que le pouvoir d'action du fonds du logement était naturellement nettement plus important que ce qui apparaît ici, puisqu'en réalité, sur la période examinée, le fonds du logement est l'acteur ou l'opérateur qui a le pouvoir d'action de loin le plus important. Le fonds du logement a, si vous voulez, dépensé en termes d'action, surtout à travers ses prêts, mais pas qu'à travers ses prêts, parce qu'il y a aussi, disons, un petit patrimoine de logement social, le fonds du logement a dépensé 2 milliards 464 millions. À titre de comparaison, l'ASLRB, dans sa politique d'investissement, j'insiste bien, uniquement dans sa politique d'investissement, parce qu'il y a d'autres types de financement dans le logement social, notamment dans la politique sociale, l'ASLRB a dépensé 1 milliard 627 millions. Donc, le fonds du logement, en termes d'exécution de moyens publics régionaux, en ayant recours à l'emprunt sur les marchés des capitaux, le fonds du logement a dépensé quasiment 50% de plus que le logement local sur la période. Bon, il est clair qu'affecter un prêt ou construire un logement, ce n'est pas du tout le même type d'opération, mais en termes de capacité, disons, d'absorption des moyens, c'est quand même intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je veux revenir. Un autre élément en matière de budget, c'est de voir un peu quelles étaient les évolutions par période. Puisque j'ai distingué 3 périodes au début de mon exposé. Bon, je crois que je ne vais pas, disons, consacrer trop de temps à cet élément, parce qu'il y a d'autres éléments importants que je vais encore présenter. On voit une croissance, disons, assez logique des moyens affectés à la politique. Ce qu'on constate, en fait, c'est que globalement, en fait, les moyens affectés au logement, en termes de crédit, donc dépensés, les moyens affectés à la politique du logement tournent à peu près toujours, tournent autour des 5%. On a pris si c'est suffisant ou pas. Et ceux affectés à l'ensemble de la politique de l'habitat, donc si on ajoute la rénovation urbaine, on est du côté on passe de 6,9 à 8,4%. Voilà, bon. Je voudrais, disons, développer plus ce tableau, mais je crois que j'en ai pas l'occasion maintenant. Simplement, il faut constater une certaine constance dans le taux des moyens affectés par la région. Ça, c'est quand même peut-être important par rapport au fait est-ce qu'on tient compte ou pas des évolutions de l'environnement. Alors, je termine le budget par un élément qui n'est peut-être pas très connu, mais qui me semble tout à fait important à souligner. En fait, on constate dans le budget de la politique du logement qu'il y a ce qu'on appelle un encours très important. Dans les politiques d'investissement, dans toutes les politiques d'ailleurs, dans le tableau du budget régional, on distingue 2 types de crédits. Les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement. Les crédits d'engagement, au moment où, mettons, les SLRB ou le gouvernement affectent des moyens à un programme de logement, par exemple, on va procéder à un engagement de moyens. Mettons, pour un tel projet, je simplifie un peu, pour un tel projet, on va, mettons, engager 50 millions. Autant 1. En réalité, ce projet, les dépenses vont courir pendant un certain temps, singulièrement en matière de logement, parce qu'on sait que c'est un des problèmes dans la région, ça prend du temps. Et donc, les crédits d'ordonnancement vont être dépensés parfois 5, 6, 7, 8 ans plus tard. C'est la même chose dans d'autres champs de politique. Pour la mobilité, par exemple, est aussi un autre créneau de politique régionale où il y a des dépenses et où il y a un encours. Voilà, c'est assez logique avec les politiques, disons, d'investissement qui est des encours. La question, c'est de voir
quel volume représente l'encours, et s'il n'y a pas d'autres créneaux de politique quelque part qui permettraient de peut-être utiliser mieux ou plus vite l'argent. Enfin, en tout cas, c'est une des questions qu'on peut se poser. L'encours global de la région, d'après mes calculs, est un peu plus de 6 milliards, et l'encours global de la politique de l'habitat, il représente en fait 38% de cet encours, c'est-à-dire environ 2,3 milliards, 2 milliards au moment de l'écriture de ce livre, 2,3 milliards dont une grosse partie, la plus grosse partie, est liée au logement social, qui est en cours à la fin de 2019, c'est une des questions parlementaires là depuis récemment, de 1,547 milliard. L'autre partie, c'est lié au contrat notamment de rénovation urbaine, qui est un nouveau mécanisme qui a été mis en place par l'ordonnance de 2016 et qui a mobilisé des montants assez importants, parce que ces contrats jouent sur des montants de l'ordre de 200 millions de crédits d'engagement. Et comme dans le logement social, en rénovation urbaine, il y a un décalage, je dirais, entre le moment où on engage et où on dépense. Alors, en quoi c'est un problème? Pour moi, c'est un problème au sens où on sait quand même que les problèmes de logement sont très prégnants en région bruxelloise. Pour le secteur du logement social, on pourrait dire que ce n'est peut-être pas un problème, mais ça veut dire que ce sont des montants réservés pour lui. Mais par rapport aux politiques, notamment de redistribution, c'est vraiment un problème. Parce que, en fait, ça veut dire que ce milliard 5 va prendre un certain nombre de temps pour être dépensé, pour être affecté, et donc quelque part pour être distribué à la population. 1,5 milliard d'encours dans le logement social, ça veut dire, ça dépend, parce qu'il y a une évolution, mais si je prends les chiffres de dépenses il n'y a pas longtemps, mettons il y a 2-3 ans, où on dépensait 100 millions par an, 1,5 milliard, c'est 15 ans. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même des temporalités d'exécution des politiques qui ne sont peut-être pas tout à fait satisfaisantes, disons ça comme ça. Ceci dit, il y a des possibilités de faire évoluer les choses et de changer les techniques budgétaires. On pourrait considérer qu'on n'engage pas de montants comme ça aussi rapidement. On n'engage peut-être qu'une fois que le projet a passé l'étape des permis. Enfin, je ne sais pas, il y a moyen de resserrer les choses, en tout cas. Ou on pourrait faire, comme en matière de rénovation urbaine, des délais d'exécution. Je dis, dans le logement social, il n'y a pas du tout de délai d'exécution. Ça veut dire une fois que l'engagement et montant est réservé, naturellement, quelque part, les opérateurs sont censés agir rapidement, mais il n'y a pas de normes ciblées dans les textes qui exécutent les choses, il n'y a pas de normes qui les obligent. Il n'y a pas, par exemple, de menace de retirer les moyens, si, par exemple, ils ne sont pas dépensés dans les 8 ans, enfin, je ne sais pas. Il y a des choses à imaginer qui n'ont toujours pas été imaginées, en tout cas. Alors, j'en arrive à mon 4e chapitre, qui, à mon avis, est peut-être un peu le nœud de mon exposé. Ici, vous avez un tableau qui reprend, je dirais, une série de réalisations qui ont été effectuées par les opérateurs régionaux. Vous voyez donc le logement social, le fonds du logement, AL, c'est l'aide locative du fonds du logement, CRV, c'est aussi le fonds du logement, mon tableau répète le fait, c'est la construction, rénovation, vente. Vous voyez les AIS, les SDRB, j'aurais dû mettre CITIDEF, donc j'ai établi mes tableaux il y a longtemps, je suis le SDRB, mais bon, peu importe. La rénovation urbaine, le Community Land Trust. Il y a des choses qui échappent à ce tableau, c'est par exemple les primes, certaines allocations noyées, ça s'est développé, mais très très faiblement, on y reviendra s'il faut. On a ici quand même, je crois, le noyau dur de la politique de l'habitat, tel que je l'ai approché, tout en sachant que ce n'est pas tout à fait exhaustif. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce tableau? D'abord, tenant compte des programmes classiques de logements sociaux et du plan régional du logement et de l'Alliance Habitat, on constate que depuis 1989, la production de logements neufs, donc c'est un tableau qui est arrêté à 2018, la production de logements neufs en logement social et moyen, parce qu'il y a une petite part de moyens, c'est de 3 965 logements neufs, soit 132 de moyenne par an. Il y a aussi des réhabilitations dans le logement social. La FESOCOLAB, c'est un projet des coopératives qui ont proposé un projet d'aide à l'acquisition, une opération one-shot avant les années 2000. Bon, ben, je l'ai relevé parce que c'est quand même une production, disons, du logement social, mais ici, c'est du logement acquisitif. On voit par contre que le fonds du logement a un niveau d'action, naturellement, ce sont des prêts, c'est plus simple que par employé, bien entendu, mais en termes d'unité, c'est nettement plus important.
La location, l'aide locative, l'aide locative du fonds du logement s'est développée de 900 unités, ce qui veut dire, oui, sur 30 ans, de 30 logements par an. Les AIS, c'est naturellement l'opérateur qui a qui a développé, avec le fonds du logement, c'est l'opérateur qui a, disons, développé un nombre d'actions hyper important. Et d'autant plus que ici, j'ai le chiffre de 2018, 5000, je crois que c'est 534 et pas 534, enfin peu importe, et que, disons, en cette année, en l'année 2019, ils étaient à 6612 logements. Donc, il y a un boom dans les AIS, disons, ces dernières années, enfin, j'y reviendrai peut-être, puis je vais tantôt. On voit que la CityDef a une moyenne de 139 logements produits par an, et la rénovation urbaine, 148. Si je vais au tableau, excusez-moi de vous abreuver d'autant de chiffres, si je vais au tableau suivant, je voulais quand même mettre ceci en exergue. Finalement, une des questions, l'idée de faire des périodes, c'est de voir s'il y a des évolutions significatives, notamment ici dans la production et les réalisations des opérateurs. On voit que pour le logement social, dans la première période, donc jusqu'en 2004, il y a une production moyenne annuelle de 129. Pour la période suivante, jusque 2014, de 152. Pour la période la plus récente, donc 2015-2018, mais donc c'est une période plus courte naturellement. Je dis, si ça marche, ça ne marche pas sur la période, ça transparaît naturellement. 88, alors qu'on est en train d'exécuter en principe les, comment dirais-je, oui, naturellement, mes divisions se font chaque fois par période, hein, bien entendu, hein, par le nombre, disons, d'années de la période, bien entendu. Enfin, l'autre élément, peut-être qui est important à voir, c'est de constater que l'opérateur qui a une croissance quand même significative, c'est le fonds du logement. Hein, puisqu'il y a quand même, on multiplie par 2,5 quelque part le nombre de prêts, en tout cas dans la seconde période. Les AIS qui ont une moyenne annuelle de 183 logements, 183 unités de nouveaux logements par an. Si je fais mon calcul depuis 89, si je le fais plus honnêtement depuis, si je le fais honnêtement depuis l'existence effective des AIS, ben, je suis, disons, à un niveau relativement différent, puisque j'ai 250 unités de logement en moyenne par an, donc depuis 98 à aujourd'hui. On constate, comme je le disais tantôt, qu'en rénovation urbaine, il y a quand même une diminution significative du nombre de logements produits annuellement dans le cadre des contrats de quartier et des contrats de quartier durables. OK? Parce qu'on passe de 180 à 55. C'est ce que j'évoquais tantôt quand je disais que si l'approche plus intégrée de la rénovation urbaine, disons, avait eu des impacts en matière de production de logements, et notamment, on voit ici que c'est une claire diminution. Je vais reprendre 2-3 éléments qui me paraissent assez centraux par rapport au tableau que je ne parviens pas naturellement à vous mettre en même temps. Dans les tableaux que je vous ai montrés, dans le tableau général, l'offre locative nouvelle ou réhabilitée a produit sur la période un peu plus de 18 000 réalisations ou logements. Ça représente 44,9% des réalisations. Alors que l'idée de produire une offre locative neuve est quelque part au centre des intentions de la région. A contrario, les dispositifs dédiés à l'acquisition représentent 55,1%. C'est un peu un paradoxe parce que ce n'est pas, disons, quelque part la politique prioritaire de la région, même si par rapport à la classe moyenne ou à l'idée de maintenir une base solvable dans la région, c'est important. Mais c'est un faux paradoxe parce qu'en même temps, c'est vrai qu'octroyer des prêts et construire un logement, ça prend des temporalités tout à fait différentes. Troisième élément, le marché secondaire dans les tableaux que j'ai montrés, le marché secondaire, c'est-à-dire pas les nouveaux logements, mais les logements qui existent, qu'on rachète ou qu'on rénove, le marché secondaire, pour le fonds du logement, la rénovation urbaine et les AIS, occupe une partie très importante des réalisations, 67%. Ça veut dire que la production de neuf est quand même, enfin, disons, forcément inférieure, puis ça veut dire que c'est 33%. La production de nouveaux logements locatifs représente 23,4%,
Et le logement social, si j'additionne en fait le logement neuf construit et réhabilité, le logement social représente 7238 réalisations, soit 18%. Bon, je trouve que ces tableaux sont, à mon avis, assez questionnants quand même par rapport à la politique régionale. Et notamment, le constat qu'il faut bien remarquer que malgré l'évolution, notamment du contexte socio-démographique, qui demanderait quelque part à amplifier l'action, on constate en tout cas que certains opérateurs ne parviennent pas à répondre, disons, à cette nécessité. Ça pose un peu la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les conditions positives pour mettre en place une bonne politique d'offre en matière de logement public. Je ne vais pas détailler ça, mais moi, en tout cas, personnellement, je vois, enfin aussi dans la littérature, un certain nombre d'éléments, j'en cite 5 ici, que je ne vais pas développer. Une politique foncière forte, qui n'est malheureusement pas jusque maintenant la réalité de la politique régionale foncière, du foncier disponible, je vais y revenir, une certaine capacité d'unité de décision, des acteurs très opérationnels et très professionnels, et l'adhésion des quartiers, puisqu'on sait quand même qu'il y a des concertations, une fois qu'un projet veut s'élaborer, il y a des concertations, et on sait que ce n'est pas toujours simple de produire des logements sociaux dans les quartiers, il y a des réflexes NIMBY, enfin. J'ai envie de dire que sur ces 5, je crois que j'ai encore un petit quart d'heure, 10 minutes, merci Nicolas. Je crois que sur ces 5 éléments, on peut constater que quelque part, la région est un peu en déficit de niveau satisfaisant en termes de modalité d'action. Je vais passer sur la spatialisation de la politique de l'habitat, je m'excuse, mais le temps étant ce qu'il est. J'arrive ici avec quand même un tableau qui me semble important et qui est un tableau qui essaye de mettre en perspective l'état d'exécution du plan régional du logement et de l'Alliance Habitat. Je vous invite à regarder surtout la dernière colonne en jaune, où je mets en évidence les logements qui restent à réaliser et qui sont à des étapes, si vous voulez, qui vont encore prendre un peu de temps. Les 594 logements, ce sont des logements qui sont en attente, il y a des projets qui ont été faits, mais ils sont en attente d'un permis d'urbanisme. Les 2598 logements, ce sont des logements qui sont en cours d'élaboration. Les 692 logements, ce sont des projets en cours d'études ou d'achat finalisés. On sait que la région a ouvert la porte pour acheter des logements au secteur privé afin d'accélérer la réalisation de ces deux plans. Et puis, il y a des projets tout simplement en attente, c'est-à-dire qu'ils sont encore au stade de la quasi-non-définition. Si j'ajoute à cet élément-là le fait que dans la vision, dans les logements, ce qu'on appelle logements identifiés aujourd'hui, il y a un gap, c'est-à-dire un retrait de 917 logements, j'arrive à mettre en... Enfin, je dois constater malheureusement qu'en fait, il y a 6420 logements qui sont concernés par la réalisation du plan régional du logement et des alliances habitat, qui sont encore des logements qui doivent franchir des étapes très importantes. La région avait pour ambition, je pense, dans sa déclaration, de clôturer ces logements. Je crains qu'on puisse déjà dire aujourd'hui que si on fait la moitié de l'objectif régional, on devra pouvoir s'estimer très content. J'arrive à mes conclusions. En fait, dans l'ouvrage qu'on a écrit, on a examiné finalement en quoi la région a rencontré la demande sociale et ils ont éventuellement parvenu à fixer ou à maintenir une certaine population sur le bas. On a ici un tableau qui reprend l'évolution des déciles fiscaux entre 1990 et 2015. J'aurais bien voulu actualiser, mais je n'ai pas eu les chiffres du ministère des Finances, enfin peu importe. On voit qu'en 1990, c'est assez statique, c'est une vision. Enfin bon, on a quand même des visions qui sont révélatrices, me semble-t-il. On voit que les 3 premiers déciles en 1990 représentent 319, oui, par rapport à 300. En fait, c'est comparé par rapport à la moyenne nationale.
Okay, disons qu'au niveau national, les 319 se rallient par rapport à 300. Hein, dans chaque décile, il y a, disons, il y a 100 ou bien il y a 10%, enfin, peu importe. On voit que les 319, ou les trois premiers déciles, on parle... Oui. Les premiers, c'est les revenus les plus bas. Oui, oui, pardon, oui, effectivement, oui, tout à fait. Donc, on voit qu'il y a une croissance, justement, j'y arrive, une croissance forte de la représentation des trois déciles les plus bas, puisqu'il y a une croissance de l'ordre de 30%. On voit que les 4 déciles intermédiaires diminuent pour aboutir à moins 5,7%. Et on voit que les 3 derniers déciles, donc les déciles de classe moyenne supérieure, voire le milieu riche, diminuent de l'ordre de 24,3%. Bon. Le temps passant, je vais, disons, raccourcir un peu les choses. Je dirais qu'en termes de demande sociale, la demande sociale, il est clair que la demande sociale n'est pas satisfaite aujourd'hui dans la région. Elle a en réalité explosé. Hein, je veux dire, on sait que dans le secteur du logement social, par exemple, il y a plus de 40 000 ménages inscrits. Et il reste 40 000 ménages inscrits, alors que chaque année, bon, normalement, il y a l'attribution de logements sociaux, naturellement, il y a des entrées et des sorties, et que chaque année, il y a environ, enfin, je ne sais pas, ça dépend des années, mais entre 1600 ou 2000 logements sociaux qui sont affectés. Ça veut dire que sur 30 ans, on a affecté, je n'ai pas le calcul pour être honnête, mais on a sans doute, disons, octroyé plus de 45 000 logements sociaux. Ça veut dire qu'il y a eu, disons, et malgré ces mouvements, on garde une demande très importante qui n'est peut-être pas la demande globale en réalité. Tout le monde ne s'inscrit pas dans le logement social, enfin, pour un tas de raisons. Bon. Le fait que la demande sociale reste prégnante peut être aussi illustré, puis je passerai à la suite, par ce tableau qui reprend, d'après des chiffres de l'Observatoire des loyers, je sais que bon, c'est un regard qui peut parfois être mis en perspective, mais quand même, on constate que si je suis, disons, un ménage du 5e décile, en 1993, j'avais accès à 38% du marché locatif privé, si je fais le pari d'affecter 33% maximum à mon loyer. On voit qu'en 2017, la part accessible du marché locatif pour ce ménage-là n'est plus que de 7%. Donc, problème important. Le taux de réponse quantitative trop faible aboutit à produire des inégalités, puisque finalement, il y a des ménages qui devraient avoir droit au logement social qui n'y ont pas droit, et ça les positionne naturellement sur le marché de manière telle que, ils payent sur le marché, et ici c'est un tableau qui était donné de 2017, ils payent sur le marché 700 €, alors que dans le secteur du logement social, à l'époque, le loyer était de l'ordre de 280 €. Donc c'est un rapport quand même très différent. Le loyer du logement social, c'est 40% du loyer du marché privé. Pour la classe moyenne, le problème est différent parce que la classe moyenne est moins captive. Elle est sans doute plus en volonté de devenir propriétaire. Peut-être a-t-elle la possibilité aussi d'être plus exigeante en termes d'accès à une série d'infrastructures comme les écoles et tout ça. Mais pour la classe moyenne, disons, l'objectif régional n'est pas, disons, non plus rempli. Et par ailleurs, les systèmes d'aide à la classe moyenne produisent aussi de l'inéquité, puisqu'en fait, on a accès ou pas, notamment, par exemple, aux aides qui sont octroyées par les logements visitifs de la SDRB. Il y a parfois des aides qui se complètent. Il y a des gens qui bénéficient parfois d'une aide de l'ordre de 60% de subsides, d'autres qui n'ont rien. Donc, il y a aussi ici, je vais essayer d'être aussi rapide, mais c'est parce que le temps passe, il y a aussi ici une production assez forte d'iniquité en réalité entre les ménages. Ce tableau-ci est important, mais je ne vais pas le détailler, parce que je veux arriver, disons, à mise en perspective. Il indique en fait que, par rapport au début de la région, le politique imaginait quelque part que les gens qui sortaient de la région bruxelloise allaient vivre à l'extérieur, dans ce qu'on imaginait à l'époque des espèces de cités dortoirs, enfin des cités où finalement les gens allaient loger, mais qui étaient dans un tas de développement tel qu'à terme, ils pourraient revenir dans la région. C'est un peu ça qui est mal pensé en réalité. Parce que ce tableau met en évidence les développements qui se sont passés dans les deux Brabants. Bon, au niveau, disons, taille de la population, vous voyez qu'il y a une croissance très importante dans le Brabant flamand et dans le Brabant wallon. Vous voyez surtout qu'en termes d'emploi, de création d'emplois,
on a un taux de création d'emplois dans les Deux-Brabants qui sont excessivement importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, se sont développées dans les Deux-Brabants des zones, bien entendu, d'habitat, c'est très bien, mais naturellement des zones qui offrent de l'emploi, qui ont développé des infrastructures, quelles qu'elles soient, et donc des zones qui maintiennent et qui ont capté une population qui, disons, ne reviendra pas à Bruxelles. Je dis ça par rapport à l'intention de départ par rapport à la classe moyenne. Bon. Est-ce que vous pouvez pas bien me donner 5 minutes quand même? Enfin, je ne sais pas que j'ai peur de précipiter trop. Merci. Je vais faire les conclusions maintenant. En fait, il y a un gros hiatus actuellement entre le taux de réponse quantitative qui a été illustré en partie par les tableaux que j'ai montrés sur les réalisations et les besoins. Et ce hiatus crée des gros problèmes d'inéquité, à mon avis. Parce que, bon, si je prends une métaphore, si je veux aller sur les rues de la Slip, j'achète un abonnement mobile. Je suis peut-être dans un quartier qui est moins bien desservi que d'autres, mais j'ai accès à une mobilité, disons, garantie à un certain niveau par les pouvoirs publics. J'ai accès à un service public, à un bien public. En matière de logement, la question ne se pose pas comme ça. Le logement est un bien spécifique, mais j'ai accès ou pas au logement social, j'ai accès ou pas à un certain système d'aide, et finalement, on voit bien qu'il y a une partie importante de la population qui n'y a pas accès. Et donc aujourd'hui, en fait, je crois que là, il y a un problème, disons, essentiel, c'est le fait que les réponses quantitatives de la région et les opérateurs régionaux ne sont pas, disons, à niveau. Ça n'empêche pas qu'il y ait une inventivité importante, disons, que ce soit dans le secteur associatif, que ce soit dans le secteur public, par la mise en place de nouveaux dispositifs, notamment par rapport aux fonciers. Mais c'est insuffisant. La question, c'est de savoir qu'est-ce que la région peut faire dans ce cadre-là. Je veux dire, est-ce qu'elle a la capacité de répondre à un niveau supérieur, quantitativement? C'est que j'insiste sur le quantitatif, et que le qualitatif est aussi important. Mais c'est parce que je crois que c'est nodal dans le débat sur le logement aujourd'hui en Bruxelles. La région a-t-elle cette capacité d'intervenir au niveau où il faudrait? En fait, quelque part, je pense qu'il faudrait un changement radical de paradigme par rapport aux politiques de l'habitat. Soit il faudrait effectivement parvenir à développer une politique foncière très forte, soit il faudrait mettre en place, et on sait qu'il y a peut-être des effets pervers, un certain type de régulation du marché locatif notamment. Soit il faudrait imaginer autre chose. Je termine maintenant par une mise en perspective un peu provocante. Excusez-moi, naturellement, on va toujours écorner un peu ces exposés, mais c'est normal. Je vais mettre en perspective les choses dans deux directions. J'espère qu'on va me laisser aller jusqu'au bout, mais je serai fini. Si on met le logement, je prends le problème par un autre biais. Je compare les prestations liées notamment à la sécurité sociale et les moyens leur affectés et les moyens affectés au logement. Si on voit les prestations sociales, les moyens affectés en 2017 en Belgique, on constate que le logement, vous voyez, c'est le fond jaune, bénéficie d'un milliard 99 millions. Ce sont les budgets régionaux affectés à la politique du logement sans tenir compte des dépenses fiscales liées à l'accès à la propriété. Okay, bon. Et donc, on voit qu'en termes de PIB, le logement bénéficie de 0,25%. Par rapport aux prestations sociales, on voit que le logement représente même pas 1% des moyens affectés aux prestations sociales. Bon, il n'y a que d'autres prestations sociales, il y a toute une série de logiques de conventionnement, de financement. C'est un peu provocateur de montrer ça, mais c'est quand même aussi, ça met en perspective les choses. On sait quand même que le logement est un facteur important d'intégration, de vie sociale digne, satisfaisante, et on va constater que les moyens y affectés ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Si je fais
une comparaison par rapport au niveau européen, on voit qu'en Belgique, c'est le deuxième poste en jaune, là, on voit que les moyens affectés au logement en Belgique représentent 0,23 du PIB en 2016, par rapport à d'autres logements, par rapport à d'autres pays. En fait, les deux pays qui ont un taux d'affectation inférieur en termes de pourcentage du PIB sont des pays du Sud. Je n'ai absolument rien contre les pays du Sud. Ce sont l'Espagne et l'Italie. Et ce sont des pays qui sont caractérisés par le fait qu'il n'y a quasiment pas de logement public, notamment locatif. Ce sont des pays où finalement, disons, la famille comme structure a sans doute joué un rôle historique plus important que dans d'autres pays par rapport à une série d'accès sociaux, solidarité par rapport au logement et tout ça. Et je termine par mon petit slide le plus provocateur. Au moment où on nous fait croire, peut-être justement, que si on était trilingue, on parviendrait à résoudre les problèmes de la région bruxelloise, j'ai essayé de me dire qu'offrirait le fait d'élargir la région de Bruxelles-Capitale par rapport à notre problématique. C'est que c'est un débat qui n'est plus très actuel. Enfin, c'est un débat qui existait, qui ressurgit encore de temps en temps, porté par certains en tout cas. Il est clair que si la région bruxelloise était d'une taille un peu supérieure, parce qu'en fait, c'était quand même un débat qui existait avant la création de la région, il est clair que l'articulation entre les deux objectifs de la région se formulerait tout à fait autrement. Ça, c'est bien clair. C'est une population solvable, c'est bien entendu, si on voulait agir. Le foncier disponible permettrait effectivement de garantir davantage une production d'offres publiques. De manière complémentaire, on pourrait dire que sur toute une série d'autres problématiques, comme la mobilité par exemple, ça permettrait d'avoir un spectre d'intervention beaucoup plus cohérent et beaucoup plus ample. Ce serait plus satisfaisant. Ces deux mises en perspective un peu provocatrices, donc par rapport à la sécurité sociale et par rapport à l'élargissement de la région, mettent en évidence l'impact de l'histoire politique de la Belgique et de ses institutions sur le cadre très spécifique dans lequel la RBC doit formuler et concrétiser sa politique de l'habitat. C'est assez logique que l'histoire des institutions influence évidemment. Mais elles indiquent également, en contrario, que pour changer le volume des réponses de la politique de l'habitat, un changement de paradigme semble indispensable, car c'est aussi le volume des ressources affectées qui est en jeu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci bien. Merci Paul Zimmer pour cet exposé enlevé, riche, dense. Toutes les promesses ont été tenues en quelque sorte. On a eu à la fois un exposé sociologique, mais aussi avec des touches budgétaires appuyées. On a eu un survol à la fois dans le temps, mais aussi un survol au niveau des acteurs. On a eu beaucoup de considérations descriptives, mais aussi quand même, surtout sur la fin, des prises de position engagées et plus prospectives. Donc voilà, je crois que tout le monde peut y trouver son compte. Et alors maintenant, c'est la formule d'Émilie Dérive qui est ainsi. On a un discutant, une discutante en l'espèce, Emmanuel Lenel, qui est chargé de cours ici à l'Université Saint-Louis en sociologie, donc un sociologue qui répond à un sociologue. Emmanuel Lenel, vous la connaissez, c'est aussi une grande spécialiste de la politique du logement, qui a terminé une étude pour la région bruxelloise sur cette thématique-là. Et sans plus tarder, je vais lui demander de mettre en perspective l'exposé. Alors, elle est arrivée pour les besoins de la cause avec un peu de retard, mais je crois qu'elle avait déjà pu prendre connaissance de toute façon de l'exposé de Paul et de son ouvrage. Et donc voilà, maintenant Emmanuel Lenel va un petit peu discuter, challenger ou ouvrir le débat. La parole vous sera passée après l'exposé d'Emmanuel. Tu as la parole, merci. Merci. Pour 10 minutes? Oui. Alors, donc, bonjour à toutes et tous. Je m'excuse pour le retard, évidemment tout à fait involontaire. Et donc, je vais en effet prendre ma casquette de sociologue, une casquette un petit peu différente de sociologue pour en effet mettre un petit peu en perspective donc ce bilan, enfin cet historique, ce bilan chiffré, très détaillé, très éclairant aussi des objectifs menés dans la politique du logement, de l'habitat de la région et dans sa réalité.
mais qui a montré, Paul Zimmer a très bien montré, bien qu'il a bien insisté sur la fin, que ces objectifs étaient loin d'être atteints. Donc ces deux grands objectifs qui sont donc fixer une base solvable et permettre l'accès au logement aux populations bruxelloises démunies. Ces deux objectifs sont donc loin d'être rencontrés. Ils rencontrent des obstacles, notamment liés à l'organisation du territoire. Donc on en a parlé, Paul Zimmer en a parlé dans sa conclusion, important. Alors, donc, il nous a aussi proposé des pistes institutionnelles, disons, pour répondre à ce qui est véritablement un défi politique, tenir les deux bouts, répondre aux besoins, aux attentes en termes résidentiels de deux grandes catégories de population très différentes. Alors face à ce constat d'échec, quand même, donc moi j'aimerais proposer une autre une perspective un peu différente, à mon avis tout à fait complémentaire, qui consiste à interroger certains des présupposés qui sont à la base de ces objectifs. Ils reposent sur certaines idées implicites, parfois explicites, qui méritent d'être interrogées à la lumière ou au regard de la réalité des attentes et des comportements résidentiels des populations qui sont ciblées par les différents dispositifs de la politique de l'habitat. C'est ce qu'on a fait, donc, confronter certains des présupposés de cette politique avec la réalité des comportements et des attentes résidentielles. C'est ce qu'on a fait donc dans le cadre de cette recherche que Nicolas vient de mentionner, donc qui est une recherche qui s'intitule Résibru, financée par Innoviris, une recherche qu'on a menée donc avec Christine Scott, qui est arrivée, donc des sociologues, Christine Scott et moi-même principalement, et des géographes de l'ULB, qui sont des quantitativistes. Et donc on a concilié, articulé des volets d'enquête plutôt qualitatifs et des volets d'enquête plutôt quantitatifs sur les trajectoires résidentielles dans l'ère métropolitaine bruxelloise. Alors, donc à partir de cette recherche, je voudrais revenir sur trois des présupposés de la politique de l'habitat. Le premier, qui concerne la population solvable, est que c'est une population qui veut ou qui pourrait vouloir rester à Bruxelles si on répondait mieux à ses attentes résidentielles, en termes d'accès à la propriété notamment. Je reviendrai là-dessus tout de suite. En fait, c'est pas si sûr, et même les résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs de notre recherche montrent que, parmi la population solvable, ceux qui sont le plus quand même visés dans les dispositifs qui visent à les fixer à Bruxelles, c'est les populations de classe moyenne, voire classe aisée. Il y a en fait une tendance très forte à quitter la région dès l'arrivée des enfants, pour retourner souvent dans la région natale, à laquelle les personnes concernées se disent attachées. Donc elles ont le souhait de retourner souvent dans cette région où elles ont grandi, pour notamment offrir à leurs enfants un cadre de vie, un cadre résidentiel similaire à celui qu'ils ont connu comme enfants, pour aussi parfois se rapprocher des grands-parents. Donc on voit que ce sont des éléments en fait sur lesquels la politique de l'habitat n'a pas beaucoup de prise, et que ça suggère déjà de peut-être regarder les choses autrement, ou pour reprendre l'idée du changement de paradigme, de changer un petit peu de perspective. Alors, deuxième postulat, deuxième présupposé plutôt de ces politiques, c'est, je l'ai dit, mais celui que la propriété, le fait de permettre d'accéder à la propriété est un levier, un bon levier, pour donc fixer à Bruxelles certaines populations. Les populations plus aisées, mais également des populations moins aisées, à qui on destine une série de nouveaux dispositifs, comme le
ceux du CLTV par exemple, pour rester en ville, rester à Bruxelles. Alors là, on peut aussi nuancer. Les observations montrent que cette idée que la propriété attache à la ville peut être nuancée par plusieurs éléments. D'abord, un élément que constatent beaucoup d'acteurs, aussi bien académiques que de terrain, qui est celui du turnover de la population bruxelloise. Il y a des entrants, il y a des sortants. Parmi les sortants, il y a des familles, mais il y a aussi des isolés. Parmi les entrants dans la ville, il y a des populations jeunes, des populations d'origine immigrée, pauvres, d'immigrés, des populations d'origine immigrée plus aisées. Donc, la ville est un espace où l'on rentre, on sort, et en fait, ce constat assez général, il correspond à une réalité des villes qui est assez connue de la sociologie urbaine, depuis l'école de Chicago, sans doute, qui est celle que la ville est sans doute plus un espace de transition biographique, où on passe le temps une période de vie, plutôt qu'un espace où l'on se fixe. Et ça, c'est un élément qui mériterait certainement d'être davantage pris en compte dans la façon dont on pense la politique d'accès à la propriété ou l'accès à la propriété. Alors, un autre élément important par rapport à la question de la propriété, c'est que les observations montrent aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'aller-retour entre le locatif et la location et la propriété que par le passé. Donc, c'est pas parce qu'on est devenu propriétaire qu'on va le rester. On peut, suite par exemple à une séparation conjugale, retourner vers le locatif. Donc, il y a de plus en plus d'aller-retour. En fait, les trajectoires résidentielles sont plus flexibles qu'avant, moins linéaires. Et ça, c'est assez directement lié à la plus grande flexibilité des parcours de vie. Il y a donc plus de séparation, il y a plus de mobilité professionnelle, il y a des décompositions, recompositions familiales, etc. Un autre élément, c'est aussi que quand on interroge les ménages qui s'installent à Bruxelles ou qui sont installés même depuis un certain temps, on peut constater que beaucoup disent avoir eu d'emblée un projet d'installation temporaire, que leur idée n'est pas forcément de rester durablement en ville, durablement, c'est-à-dire toujours. Ils peuvent vouloir rester un certain temps, plus ou moins long, mais l'idée qu'on s'installe pour rester est sans doute une idée qui aussi doit être revue. Alors, troisième présupposé, troisième en tout cas implicite un petit peu qui concerne cette fois-ci plutôt plus spécifiquement les populations plus précaires, c'est que donc face au retard quantitatif du logement social qui a bien été montré, il faut développer des nouvelles typologies de logement à caractère social, des nouveaux formes de logement, des innovations qui pourraient répondre à la demande sociale. Alors je pense en particulier aux différentes formes de logement, on peut dire communautaires, comme l'habitat intergénérationnel ou l'habitat solidaire, par exemple, ou même le CLT, qui sont des formes d'habitat qui reposent sur le principe de la mutualisation d'espaces. Donc on met en commun des espaces qui sont des espaces donc, collectifs au sein de l'habitat, ce qui permet d'accéder en effet à un logement plus spacieux, plus matériellement, sans doute plus confortable que ce que les populations ciblées ne pourraient, ce à quoi ne pourraient avoir accès sur le marché privé classique, je dirais. Ça permet aussi d'avoir accès à un espace extérieur, à un jardin commun souvent, ou un patio, ou une cour, ce qui n'est pas une condition résidentielle négligeable, comme on a pu, comme le confinement du printemps a pu le mettre en lumière de façon particulièrement importante. Donc, c'est des formes de logement qui, par ce principe de la mutualisation des espaces, permettent en effet aux populations concernées d'accéder sans doute à des logements de meilleure qualité.
matériellement. Mais ce sont des formes de logement, des nouvelles typologies qui reposent aussi sur un principe de participation fort, hein, de création de collectifs. On attend des habitants qu'ils participent à un collectif d'habitants, qu'ils s'impliquent dans le projet, etc. Et ça, c'est un élément qui, c'est une attente, disons, qui rencontre pas toujours, en fait, les souhaits ou même les possibilités personnelles des publics précarisés qui sont ciblés, hein, qui n'ont pas forcément le temps de prendre part à un long processus de construction, de conception de leur futur logement, par exemple. Et donc, ce qu'on observe, eh bien, c'est que ces projets, pour intéressants qu'ils soient sur le plan matériel et sur le plan social également, ne répondent pas véritablement ou pas toujours à la demande des publics ciblés qui désinvestissent les espaces communs, les projets, peuvent quitter ces projets pour aller vers des logements plus classiques. Je précise que ça, c'est un constat qualitatif, hein, donc je ne donne pas de chiffres ici sur la réussite de ces projets-là, mais en tout cas, on a pu observer donc, ce hiatus, hein, ce décalage parfois entre les intentions et les attentes réelles des publics ciblés. Donc pour terminer, hein, je dirais donc que ce hiatus, en fait, il est assez général, en tout cas, il concerne ces différents postulats, sans doute d'autres, sur lesquels je n'ai pas pris le temps de revenir maintenant. Hein, donc un hiatus entre les postulats qui fondent les grands objectifs de la politique de l'habitat et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, donc les comportements résidentiels observés effectifs. Et ce hiatus, il plaide, hein, je constate ce hiatus, il plaide en effet pour un changement de paradigme, mais qu'on peut aussi penser à une échelle plus qualitative ou moins institutionnelle, hein, mais un changement d'approche, je dirais, qui consiste en plusieurs choses. Je vais citer quatre pistes pour changer d'approche sur le plan qualitatif. D'abord, sans doute, mieux cibler les publics solvables. Hein, mieux cibler les publics solvables que l'on veut fixer ou maintenir dans la région en tenant compte de ceux qui souhaitent effectivement rester. Hein, et ce n'est pas tout le monde. Notamment, deuxième point, il serait intéressant de s'intéresser peut-être davantage, de chercher à mieux comprendre les publics transitoires. Les publics transitoires, par exemple les jeunes, mais il y en a d'autres, publics transitoires qui ont un intérêt pour la ville transitoire, hein, lié à une étape de vie, et qui ont donc des attentes résidentielles qui sont spécifiques à cette étape de vie. Troisième piste que l'on défend dans notre projet de recherche, eh bien, c'est celle de revaloriser et même développer l'offre locative. On a vu, hein, Paul Zimmer a bien montré qu'elle est au cœur de la politique du logement. Sans doute que cette offre locative pourrait être davantage développée, l'offre locative moyenne, j'entends, hein, peut-être portée par de nouveaux opérateurs publics, et peut-être proposer d'autres typologies de logements que celles qui sont proposées actuellement. Et pour terminer, je mentionnerai une dernière piste, hein, qui concerne directement ou spécifiquement donc, le public plus précaire. Il serait intéressant de réfléchir, outre toute la réflexion, hein, qui doit être menée concernant le logement social, mais à côté de cela, il serait sans doute intéressant, eh bien, de réfléchir à des nouvelles formes de logement à caractère social, mais à y réfléchir à partir de la demande des populations, plutôt que d'une offre, hein, qui doit être créative, innovante, etc. Réfléchir à partir de la demande réelle, et donc sans doute mieux comprendre, mieux connaître la demande des populations concernées. Voilà, je terminerai par ça. Voilà, merci Emmanuel. En fait, c'est un bon résumé de votre recherche, mais qui est très, très stimulant. Alors donc,
Vous avez eu un premier appel à un changement de paradigme, vous en avez un second. Vous direz vous-même s'ils se croisent, on peut l'espérer, si c'était plus dans une approche qualitative, moins institutionnelle, elle l'a dit. Merci beaucoup Emmanuel pour ce contrepoint très utile. Vous avez maintenant la parole. On a encore, on va dire, 10-15 minutes. Évidemment, vous pouvez partir avant, ne vous séquestrez pas. Voilà, vous avez bien mérité de prendre le micro. Si l'envie est là, non. Je lance. Ah non, voilà, Tatiana. Non, ah non, 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 ah, pardon. Je suis là, Non. Oui, voilà. Vous présentez peut-être, je connais. Je voudrais interroger les deux intervenants sur un point peut-être aveugle dans le propos, qui est celui de la pyramide des âges. Dans les leçons de sociologie classique, on dit que la pyramide des âges au milieu urbain est caractérisée par la part importante des plus âgés. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a bougé dans la période que vous avez étudié les âges? C'est moi qui... Oui. Mais donc, je n'ai pas de chiffres par rapport à cette donne-là. Ce que je pense savoir, c'est que la population âgée est en effet une population importante à Bruxelles notamment. C'est une population importante quantitativement, mais c'est aussi une population importante à prendre en compte parce que l'âge, les personnes âgées, hein, ça renvoie en fait à deux âges, hein, maintenant qu'on dit le troisième et le quatrième âge. Donc le troisième âge, l'âge après la retraite, hein, où les personnes qui font partie du troisième âge sont souvent encore très actives. Et puis un quatrième âge qui demande davantage de soins, de prise en charge, etc. Voilà. Et donc la population qui constitue le troisième âge, je pense, je ne sais pas si elle est plus importante, je ne suis pas démographe, je ne connais pas ces chiffres-là, mais en tout cas, c'est une population qui compte et qui cherche de plus en plus, en tout cas, à revenir vers les villes. Alors pas forcément vers Bruxelles, mais vers les villes moyennes notamment, c'est-à-dire à se rapprocher des noyaux commerciaux, des accès aux transports en commun, etc. Hein, parce que c'est une population qui bouge dans la ville, qui a des activités, qui veut mener des activités et qui voilà, est en train de... Il y a une demande dans les villes qui est formulée, qui vient de cette population de troisième âge, à laquelle il faut pouvoir répondre. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments complémentaires. Disons que d'après les projections au niveau démographique, ce qui semble se dégager pour les années, disons, 2030-2040, c'est que la proportion de population âgée dans la région bruxelloise serait la plus faible proportionnellement par rapport aux deux autres régions. Ça, c'est un élément, mais bon, voilà. Je suis un peu dans la même position que Mme Lémel en termes de données démographiques par rapport à ça. Par ailleurs, il y a quand même un aspect, disons, qui je crois est caractéristique dans la distribution spatiale de l'occupation des logements à Bruxelles, c'est qu'on constate dans certaines études, en tout cas je me rappelle d'une étude qui avait été faite à l'époque où Mme Dupuis était secrétaire d'État au logement, il y avait une étude qui avait été faite pour, disons, essayer de systématiser un peu l'approche de l'occupation dans la région. Et ce que ça mettait en évidence notamment, c'était le fait que le centre et la première couronne étaient des zones de logement occupées, voire suroccupées, en termes d'espace. Par contre, la seconde couronne était caractérisée de manière significative par une suroccupation qui est liée en partie au fait que le taux de propriétaires occupants est plus important dans la seconde couronne, et qu'une partie des propriétaires occupants
sont des personnes, disons, âgées, et que donc ça entraîne une sorte de gros hiatus dans le mode d'occupation des logements. Bon, voilà, c'est-à-dire que, en gros, il y a des personnes, il y a des personnes qui vivent seules dans des maisons en grande couronne, et grand bien leur face, c'est pas ça, mais et par ailleurs, donc ça crée indirectement une tension, mais quelle est la capacité d'agir? C'est vrai que depuis quand même le début des années 2000, voire 2010, se développe toute une série de projets visant à mieux articuler, mieux intégrer cette population. Hein. Je pense à l'habitat intergénérationnel, à développer des logiques. En tout cas, je pense que c'est assez récent. Assez récent, ça veut dire ça ne date pas d'il y a plus de 10 ans, je dirais. L'idée de trouver de mettre en place des innovations qui concernent l'habitat des personnes âgées. Et ça, je crois que c'est important. Mais voilà, je ne réponds pas à la question. Excuse-moi. Merci. Oui, j'ai des questions de personnes qui suivent le Midi de l'IRIM en ligne. J'ai 2 questions, je vais vous les poser toutes les deux et je vous laisse y répondre après. La première question, c'est Belliris a-t-il un rôle significatif dans la production et ou la rénovation de logements? La deuxième question, c'est les chiffres sur la proportion de locataires à Bruxelles sont très intéressants, d'autant plus quand on sait que durant le confinement, certains d'entre eux ont fait une grève des loyers. En sait-on plus sur le profil des propriétaires à Bruxelles? Par exemple, sont-ils tous endettés? Donc voilà, peut-être la première question. Belliris, en fait, dans des données chiffrées que j'ai évoqué à côté du budget régional des données complémentaires de budget qui vont alimenter la politique de la région en matière d'habitat, donc réno et logement. J'ai évoqué un montant de 2,390 milliards. Belliris n'était pas dedans. Pourquoi? Parce que en voulant, disons, produire ce livre, j'ai eu des contacts avec la personne qui à Bruxelles s'occupait de Belliris. Je n'ai pas eu accès aux chiffres en termes de crédit d'ordonnancement, qui est ceux sur lesquels j'ai travaillé. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sur la période 89-2018, Belliris a commencé à dédicacer des moyens pour la politique de la rénovation urbaine et du logement à partir, c'est quand M. Hutchinson, je pense, était secrétaire d'État, donc à partir des années 2003-2004, à la fin de son mandat. Et sur la période, en termes de crédit d'engagement, ça j'avais eu les chiffres, il y avait 651 millions qui avaient été octroyés par Belliris, et dans ces 651 millions, il y avait 180 millions pour le logement social, mais essentiellement, dans un premier temps, pour la rénovation des pourtours des cités de logement social, et puis ça a glissé progressivement vers la rénovation structurelle du logement social. Mais donc, en tout cas par rapport à la production de logements neufs, en tout cas non, rénovation très partiellement, et par rapport à la politique de rénovation urbaine, disons que c'était des budgets complémentaires qui sont venus s'additionner au budget de la rénovation urbaine régionale. Et donc, Belliris a eu je dirais, un impact que j'estimerais, disons, de marginal. Ce qu'il faut vraiment regarder par rapport à Belliris, c'est le manque de transparence, je vais en profiter pour le dire. C'est pas normal qu'on ne sache pas exactement quels sont les moyens affectés aux politiques régionales dans ce cadre-là. Moi, j'ai pris des contacts on m'a mis devant 3 armoires remplies de dossiers, on m'a dit vous pouvez examiner tout. C'était effectivement une ouverture sympathique, mais je n'ai pas pu le mener à bien. Peut-être pour la deuxième question? Non, est-ce que tous les propriétaires sont endettés? Je pense que c'était la question. Oui, c'est une question sur le profil des propriétaires à Bruxelles, oui. Par exemple, sont-ils tous endettés? Oui, donc si c'est un profil de type quantitatif, quelles sont les grandes caractéristiques des propriétaires bruxellois, je ne pourrais pas répondre. Je n'ai pas mené d'enquête de ce type-là sur les propriétaires. Disons, mais d'un point de vue qualitatif, il y a évidemment différents profils de propriétaires. Il y a des propriétaires très, très riches, qui ne sont peut-être pas endettés, je ne sais pas. Et puis il y a des petits propriétaires qui accèdent à la propriété de leur logement, voilà, de différentes façons. Mais donc, non, je n'ai pas de connaissance sur le profil général des propriétaires de ces logements. De manière complémentaire, ce que je peux dire, c'est qu'au fond du logement, il peut parfois y avoir des litiges
par rapport à disons, des gens qui ont difficulté de rembourser ou d'aller jusqu'au bout du remboursement de leur crédit. Mais bon, surtout évolue, mais ça reste relativement marginal. Enfin, ce n'est pas une réponse par rapport au profit de l'ensemble des propriétaires. Disons, ce qui est quand même important de retenir, c'est quand même à Bruxelles, les taux de propriété, le taux de propriétaires occupants actuellement est assez réduit par rapport aux autres régions, 38,8% je crois, d'après le dernier recensement de celle-ci en 2011, mais c'est aussi une caractéristique des grandes villes. Mais là, en disant ça, je ne réponds pas sur le profil des propriétaires, mais Anvers, Liège, Gand ont des taux de propriétaires aussi inférieurs à 50%. Alors que la région flamande, par exemple, le taux de propriété est très important, plus de 75% sur l'ensemble de la région. Mais on ne parle pas du profil de propriétaire. Désolé pour la personne qui a posé la question. Merci. D'autres questions? Oui. Oui, donc Claire Scoyer, Natal Environnement Bruxelles. Merci pour les deux exposés effectivement hyper complémentaires. Bon, avec une multitude de données un peu difficiles à digérer, il fallait me plonger dans votre bouquin. En fait, bon, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent, mais notamment la fameuse question des moyens. Parce que dans vos conclusions, vous dites, ben, tiens, par rapport aux autres pays européens, finalement, on pourrait consacrer une part plus importante de notre PIB à la politique du logement. D'un autre côté, on voit, et on le sait hein, depuis longtemps, en regardant le fiscal en cours, c'est qu'on a un problème, même quand on a les moyens, de les affecter réellement à la politique du logement. Et notamment du logement locatif, puisque vous montrez très bien qu'au final, on produit plus dans les politiques publiques de logement acquisitif que de logement locatif, alors qu'on sait que si on veut répondre notamment à la demande des publics précaires, et pas que les plus précaires, ça touche une part de plus en plus importante des ménages bruxellois. On sait que l'offre locative accessible est largement insuffisante. Et donc, je me demande s'il n'y a pas aussi, quand même néanmoins, vous avez parlé de la politique du foncier, mais de façon très rapide, un problème d'articulation avec la politique d'aménagement du territoire, puisque quand on voit à l'heure actuelle en région bruxelloise, là où on a la maîtrise du foncier, si on ne prend que les terrains qui sont visés par les fameux plans d'aménagement directeurs, sur les terrains publics, sur base des chiffres annoncés, on produit en fait majoritairement du logement soit privé ou public acquisitif. Donc si on prend Mediapart, c'est 9% de logements sociaux. Si on prend Josaphat, dont la part de locatif social est plus importante, c'est 22%. Et ce sont des terrains publics. Alors, moi, je veux bien qu'on élargisse le territoire de la région, mais j'ai l'impression que, oui, vous l'avez dit vous-même, c'est très provocateur. Donc ça, je pense que voilà, là, en l'état, la demande est là et on peut oublier cette idée, enfin, bon, la vaste idée d'élargir la région bruxelloise au bassin d'emploi, etc. Et donc, il y a quand même un problème d'articulation entre les moyens consacrés, donc on va accroître le budget, mais ce qui ne va pas de nouveau servir surtout à de la politique acquisitive, publique. Et donc, au final, on perd un foncier précieux, on sait qu'on est dans un carcan, et donc on continue à dilapider un foncier dont on manque, produire des logements comme moi, je pense, dans une politique publique et d'intérêt général. On peut continuer à dégrader le logement social, mais j'ai l'impression que ça reste quand même l'axe majeur, surtout si on a les moyens de le faire, et qu'il y a un vrai besoin en l'état. Après, je trouve intéressante la piste de se dire, tiens, comment penser le logement social aujourd'hui pour qu'il ne soit pas dénigré, et donc partir des besoins des gens. Après, il y a peut-être ce leurre, et je trouve que, Emmanuel, tu le démontres très bien, en disant, moi j'en ai vu plein de logements communaux très sympathiques, on crée des espaces communautaires, et en fait ils ne sont pas investis par les gens parce qu'ils n'ont pas le temps, ils sont dans d'autres urgences. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas il y a parfois de l'ordre aussi du fantasme, et quand on construit du community land trust, je trouve que c'est une très belle idée sur papier. Après effectivement l'investissement que ça demande dans le participatif, et puis au-delà, on est face à un public qui est, en termes d'endettement, qui n'est pas en capacité, c'est une chose d'accéder à ce logement CLT, mais après, ils doivent le gérer. Et donc, de la même manière que moi, je peux constater que dans du logement communal, communautaire, les habitants n'arrivent pas à investir des espaces communautaires, intergénérationnels, et en tout cas, des ateliers, et des choses, etc. Mais dans le Community Land Trust, le public, là, a du mal, après, dans la durée, à gérer son logement. Donc voilà, moi j'ai l'impression que même malgré tout, le logement social, il a mauvaise presse. Si on en avait 60% comme à Vienne,
on aurait moins de concentration de pauvreté et que ça reste un axe majeur pour assurer l'intérêt général. Voilà, merci pour cette question. Paul. Effectivement, un des problèmes, c'est pour ça que j'ai parlé de l'encours, un des problèmes, c'est de constater qu'il n'y a pas la capacité d'utiliser les moyens, en tout cas dans certains délais. C'est quand même très questionnant. Pour moi, ça veut dire aussi qu'il faudrait chercher d'autres types de mécanismes. Je veux dire, le taux de production du logement social est quand même excessivement faible. Enfin, je veux dire, il faut quand même voir. Et malheureusement, je crains que, je pense que d'ici 2030, si vous voulez, une partie, j'espère, une partie importante du plan régional du logement, enfin, le plan régional du logement devrait être terminé. Mais d'après les projections au jour d'aujourd'hui, le plan régional du logement initié en 2004, il ne sera pas terminé à la fin de la législature. Parce qu'il y a un gap d'un certain nombre de logements, il faut encore identifier les endroits où on va les faire. Hein. Bon, l'Alliance Habitat, je ne sais pas non plus. Mais donc, il faut quand même savoir que le plan du logement, le plan régional est initié en 2004, et en plus de 20 ans, il ne sera pas terminé. C'est un constat qu'on peut déjà faire aujourd'hui. Je n'ai pas nécessairement les bonnes réponses non plus, mais c'est quand même des choses dont on doit pouvoir s'emparer. Et moi, quand je parle de changement de paradigme, c'est parce que je suis persuadé, il ne faut jamais être persuadé en réalité, il faut juste être plus questionnant, mais je pense malheureusement que les dispositifs actuels ne répondront jamais à la masse réelle de la demande. Alors il faut sans doute travailler peut-être de manière plus fine, je suis bien conscient d'être arrivé peut-être avec des données peut-être un peu trop assez désagrégées, tout ça. Et je pense, comme Mme Lenel a dit, c'est hyper important de partir de la demande. Hein. C'est un point que j'avais prévu de dire, disons, dans les conclusions, mais enfin, je ne sais pas tout dire, et puis c'est très bien, quelqu'un l'a dit par ailleurs, donc c'est très bien. Mais par exemple, il y a une étude qui a été faite dans le secteur du logement social en 2017, et dont les résultats étaient produits en 2018, qui mettait en évidence, justement, mais même de manière assez macro, je dirais, mais le gros hiatus qu'il y avait dans le logement social entre le type d'offre, hein, donc le nombre de chambres, pour dire bref, hein, qui avait été construite, et le type d'offre qui pouvait être souhaité par les 40 000 ménages qui sont inscrits. Hein, je veux dire, bon. Et il y avait un hiatus complet, au sens où il y avait des logements de 3 chambres, par exemple, de 2 chambres et de 3 chambres qui concernaient très peu de personnes, potentiellement dans les candidats de ménage locataires, et que finalement, ça devait se jouer plus sur les logements à 1 chambre, parce qu'il y a dans le logement social énormément de ménages composés d'une personne, ou bien dans les logements à 3 chambres et plus, ou 4 chambres plutôt, parce que des deux côtés, c'était un peu les deux pôles extrêmes d'un certain type de demande en termes de chambres qui étaient, disons, sous-estimées par l'offre actuelle, disons, telle qu'elle existe. Et il y a moyen de parler de l'offre de manière beaucoup plus fine. Mais c'est vrai que moi j'ai parlé de changement de paradigme de manière un peu provocatrice à la fin, mais bon, si dans 3 ans on fait le même débat en constatant que le CLT n'est plus à disons, je sais pas, je crois qu'ils ont 49 logements aujourd'hui, mais qu'ils ont dans 121. Hein, je veux dire que le logement social a produit entre aujourd'hui et, je ne sais pas, j'invente tout à fait, hein, je suis même de mauvaise foi, mais c'est pour caricaturer mon propos. Si en 2023, le logement social a produit, entre aujourd'hui et 2023, 951 logements, on se trouve quelque part devant le même type de problème. C'est pour ça, et vous parlez de Vienne, bon, à Vienne, à mon avis, c'est pas 60%, je crois que c'est plutôt 40%, enfin, je suis bêtement informé, mais c'est aussi pour ça que j'ai un peu évoqué le lien avec la sécurité sociale. C'est-à-dire que dans certains pays, et notamment dans les pays où le taux de logements sociaux, mais c'est plutôt des logements publics, parce que les catégories de revenus sont pas ciblées de la même manière, de manière moins contraignante que dans le logement social belge, par exemple, on va penser, hein, où le niveau de revenus joue de manière très faible. C'est souvent dans des pays qui ont une conception sociale, une conception de la sécurité sociale qui n'est pas bismarckienne comme en Belgique, mais qui s'est inspirée de Beveridge, un Anglais qui a imaginé, bon voilà, et où l'éducation et le logement sont pensés et intégrés dans la sécurité sociale.
Et les pays qu'on évoque, où il y a, disons, par exemple, les Pays-Bas, certains pays nordiques, Vienne, qui n'est pas vraiment nordique, mais Vienne est aussi caractéristique de la ville. Hein, je dis en Autriche, il n'y a pas 40% de logements sociaux publics. Ce sont en tout cas des pays qui ont travaillé dans une logique de sécurité sociale qui est l'autre modèle que le modèle belge. Hein. Le modèle bismarckien de sécurité sociale, c'est le modèle un peu des 6 premiers pays qui ont fondé l'Europe notamment. Enfin, bon, la France a un régime un peu intermédiaire. Il y a quand même des liens entre la capacité d'offre le logement public et les systèmes de sécurité sociale. Et ce que je n'ai pas eu le temps de dire tantôt, mais c'est qu'on a fêté les 75 ans de la sécurité sociale aujourd'hui en Belgique, enfin cette année, en 2020, et dans les réflexions sur la sécurité sociale en Belgique, on est surtout sur un mode très défensif, et quelque part avec raison, il ne faut pas scinder la sécurité sociale. Mais peut-être qu'il faudrait penser à imaginer une sécurité sociale d'aujourd'hui et de demain, pour les villes durables. Je lisais un article en préparant l'exposé sur la sécurité sociale dans une revue où on parlait de la sécurité sociale de l'alimentation. Hein. On pourrait en rigoler, mais c'est clair que, par exemple, par rapport à la santé, on sait quand même que l'alimentation est un élément hyper important par rapport à la santé. Bien manger, il faut voir ce que ça veut dire. Bien manger ne suffit pas, peut-être pas. Mais il est clair qu'avoir une nourriture d'un certain type de qualité, l'exercice physique, c'est important. Donc il y a des pans entiers qui pourraient être quand même appréhendés par une manière de repenser la sécurité sociale. Et par exemple, j'ai constaté, et je termine par ça, que le secrétaire général de l'UGTB qui s'est fait remplacer il n'y a pas longtemps, M. Forteneuil, c'est bien ça? Je crois que c'est M. Forteneuil. Oui. Eh bien, effectivement, dans un article de Libre Belgique, il évoquait le fait qu'il fallait réactualiser une série d'axes de travail de la sécurité sociale et que le logement jouant un rôle quand même très important en termes d'intégration sociale, hein, en termes de est-ce qu'on a un logement ou pas, on sait que c'est tout à fait normal, eh bien, imaginez effectivement des possibilités de réfléchir par rapport à ça. Moi, c'est ce que je veux dire quand je parle de changement de paradigme, mais Emmanuel en a parlé différemment, je crois que c'est assez complémentaire en réalité, sans être très concerté. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un volume auquel il faudrait pouvoir mieux répondre. Et mieux répondre, ça veut sans doute dire, en termes quantitatifs, je crois que tu as insisté plus naturellement sur le volet qualitatif des réponses. Voilà, merci. Il est 2h16, je crois que c'est une heure raisonnable pour prendre mutuellement congé. Merci à tous pour votre présence. J'espère que vous avez goûté l'articulation entre les deux exposés. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Voilà, merci. Merci.